chaîne parlementaire. Dans quelques minutes, vous pourrez suivre en direct le discours du chef de l'État à l'occasion de la conférence de la présidence française du G20 sur le développement. Le dernier thème abordé après la réforme du système monétaire international, la régulation financière ou encore l'emploi. Un discours de Nicolas Sarkozy à 48 heures seulement d'un sommet européen de crise à Bruxelles, dans un contexte où la crise mondiale s'aggrave et où les agences de notation menacent le AAA français. Mais tout de suite, place au président de la République. La crise nous le rappelle tous les jours, une communauté de destin régit les équilibres mondiaux. Tous les pays sont concernés par la question du développement. Qu'ils reçoivent une aide ou qu'ils la prodiguent, qu'ils soient récemment sortis de la grande pauvreté ou qu'ils y aient plongé ces dernières années, tous doivent faire entendre leurs propositions pour rebâtir un modèle stable, durable et prospère. Telle est l'ambition portée par les pays du G20. Les puissances économiques du monde qui se réunissent pour répondre aux grands enjeux économiques de notre temps ne peuvent détourner leur attention des pays en développement. Le G20, ce n'est pas la somme des intérêts des pays qui le composent, parce que le G20 doit être l'incarnation de l'intérêt général. Le G20 a donc le devoir de porter la question du développement sur le devant de la scène mondiale. C'est la condition pour que nous puissions trouver ensemble les moyens de garantir le développement des pays les moins avancés. Cette exigence de multilatéralisme, cette exigence de transparence, cette exigence d'ouverture à la société civile, j'ai voulu la réaffirmer dans le contexte particulier que nous connaissons aujourd'hui. Le G20 a répondu à la crise de 2008 et de 2009. Aujourd'hui que nous sommes confrontés à une crise de la dette des pays avancés, les impératifs de l'actualité ne doivent pas nous conduire à négliger l'action collective au service du développement inscrite dans la durée. Nous devons voir au-delà de la crise actuelle. Nous devons tourner nos regards vers l'avenir et l'avenir passe par le développement. Rien ne serait pire que d'oublier les principes mêmes qui ont présidé à la naissance du G20. Agir ensemble pour répondre aux crises, mais également engager des réformes de fond pour assurer la croissance durable dont nous avons besoin pour l'avenir. Nous devons aujourd'hui même à la fois remédier au dysfonctionnement de l'économie mondiale et préparer les nouveaux moteurs de la croissance. S'attacher à la question du développement, c'est mettre en place dès aujourd'hui les fondements de la croissance de demain. Il n'y a pas de contradiction entre les impératifs du développement et la croissance de demain pour le monde. Les pays les moins avancés d'aujourd'hui sont les économies développées de demain. N'ayons pas une vision malthusienne de la croissance. Il ne faut pas croire que le monde a besoin d'un tiers-monde, que les pays développés auraient intérêt à maintenir les pays pauvres en état de dépendance et que le développement des uns empiéterait sur la croissance des autres. Il n'y aura pas de croissance future et durable pour l'économie mondiale sans un développement partagé. Voici plus de 50 ans que l'opinion publique s'émeut des inégalités criantes qui parsèment la surface du globe. Les choses ont évolué. Des centaines de millions de personnes ont été arrachées à la pauvreté. Et aujourd'hui, je veux le dire parce que je le crois, la vieille distinction nord-sud n'est plus pertinente. Elle est dépassée, cette distinction, par les faits. Nous devons donc renouveler le regard que nous portons sur le développement et sur les continents en mouvement que sont l'Asie, l'Amérique latine, mais aussi et surtout l'Afrique. Nous vivons dans un monde nouveau dont les équilibres se sont déplacés. Nous ne devons donc pas penser le développement comme un rééquilibrage entre deux groupes de pays, mais comme un engagement de tous dans l'intérêt de tous. Le soutien aux pays en développement est un élément majeur de la relance de l'économie mondiale. La reprise mondiale passe par une augmentation de la consommation et de l'investissement dans les pays en développement, y compris les pays à faible revenu. Augmenter la croissance dans les pays pauvres, stimuler la demande domestique, réduire les inégalités,
c'est donner aux pays en voie de développement un dynamisme capable de tirer vers le haut l'ensemble de l'économie mondiale. Nous savons aujourd'hui que les pays les moins avancés ne sont pas un problème pour la croissance mondiale, mais ils sont une partie de la solution pour la développer. C'est vrai à court terme, mais c'est vrai également à long terme. J'ai souhaité que cette journée associe la société civile dans son ensemble, car le développement repose autant sur la participation des États que sur la mobilisation du secteur privé, des associations et par-dessus tout des opinions publiques. Je suis venu mettre en avant les propositions concrètes que la France fera aux pays du G20 pour construire une croissance plus durable et mieux partagée. 4 domaines principaux: la sécurité alimentaire, les infrastructures, la protection sociale et la question si difficile du financement du développement. Dans chacun de ces domaines, la présidence française s'est fixée pour objectif de préparer des projets précis et de déterminer les actions prioritaires à mener. Au travers de ces choix en faveur du développement, c'est le nouveau visage de la mondialisation que nous dessinons ensemble. Car l'enjeu est là. Quelle mondialisation voulons-nous? Nous voulons une mondialisation qui s'éloigne des choix à courte vue. Une mondialisation qui ne vise plus la rentabilité immédiate qui a mené l'économie mondiale au bord du gouffre il y a 3 ans et qui la menace encore aujourd'hui. Nous voulons une mondialisation créatrice de richesses durables et partagées. Nous voulons une mondialisation capable d'anticiper les enjeux de l'avenir et de répondre aux défis globaux qui se posent à chacun de nous. L'enjeu prioritaire aujourd'hui, parlant sous le contrôle de Bruno Le Maire, c'est de relever le défi alimentaire. C'est la priorité absolue. La production agricole mondiale est aujourd'hui insuffisante. Elle ne répond pas aux besoins du monde. Nous devons augmenter de 70% d'ici à 2050 la production agricole mondiale si nous voulons être capables de nourrir les 9 milliards de femmes et d'hommes que comptera alors notre planète. La solution est politique. Dans son rapport sur la crise alimentaire, la FAO a montré qu'en 1 an, le nombre des personnes sous-alimentées avait augmenté de 8% en Afrique, alors qu'il restait stable en Asie. Il n'y a donc pas de fatalité. Cela signifie que les institutions, les responsables politiques ont le devoir et ont le pouvoir d'agir. J'ai demandé au ministre du G20 de proposer pour Cannes un plan d'action pour l'agriculture et les prix alimentaires. Certaines mesures de ce plan ont déjà été mises en œuvre. Je pense à la création d'une banque de données internationale sur la production, la consommation et les stocks agricoles, ce que vous appelez EMIS. Je pense au forum de réaction rapide pour prévenir et gérer les crises alimentaires qui a été installé auprès de la FAO. Dans le même esprit, la France soutient l'Union africaine et le NEPAD, le projet de réserve alimentaire d'urgence régionale de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. Au-delà des réponses aux crises alimentaires, nous devons produire plus, nous devrons produire mieux. Il faut encourager les investissements dans l'agriculture, dans toutes les agricultures. Nous avons besoin de l'agriculture chinoise, nous avons besoin de l'agriculture américaine, nous avons besoin de l'agriculture malienne et nous avons besoin des agricultures européennes. Opposer les unes aux autres n'a absolument aucun sens. Nous devons soutenir l'effort de recherche dans le domaine agricole. Nous devons développer des instruments de couverture des risques, de nouveaux outils d'assurance qui ne soient pas réservés aux agriculteurs les plus riches. Nous devons pousser les banques de développement à investir dans le secteur agricole des pays les moins avancés, dont il faut bien le dire qu'elles les ont négligés depuis tant d'années. Nous devons encourager les investissements dans l'agriculture, dans les infrastructures, dans les transports, dans l'énergie. Cela implique de mobiliser davantage le secteur privé aux côtés des institutions internationales. C'est le secteur privé qui a permis de multiplier par 7 en 8 ans les investissements étrangers en Afrique. C'est la raison pour laquelle la présidence française a demandé pour la première fois à des représentants du secteur privé sous la direction
de Tidjane Thiam de travailler avec les banques multilatérales de développement. Ensemble, ils ont sélectionné une dizaine de projets exemplaires à vocation transnationale qui mobiliseront les financements publics et privés. Nous les annoncerons à Cannes. La présidence française a souhaité que la dimension sociale de la mondialisation soit un champ d'action du G20. Là encore, qu'on ne nous fasse pas de mauvais procès, il ne s'agit pas d'imposer un modèle social unique, mais nous avons le devoir de définir un minimum de protection pour les plus faibles dans la continuité des travaux menés par Michelle Bachelet pour le compte des Nations Unies. Je veux redire qu'il est profondément anormal que des pays qui appartiennent au G20 et en même temps à l'OIT n'aient pas ratifié les 8 normes sociales minimum. C'est profondément anormal. Il n'y a aucune raison, à partir du moment où on appartient à l'OIT et qu'on appartient au G20, qu'il y ait la moindre distinction, ou alors qu'on dise qu'on ne reconnaît pas l'OIT. C'est un autre enjeu, il ne m'appartient pas de porter des jugements là-dessus, mais si on est membre de l'OIT, on ratifie les 8 normes sociales de base de l'OIT. Aujourd'hui, 8 personnes sur 10 ne bénéficient dans le monde d'aucun système de protection sociale. Et un tiers des individus dans le monde n'a accès à aucun établissement de santé. Dans les pays les plus riches, les dépenses publiques de sécurité sociale représentent 20% du PIB. Dans les pays les plus pauvres, c'est 5 fois moins. Qui peut comprendre ça? Et qui peut l'accepter? Avec le vieillissement de la population, le besoin de protection se fera de plus en plus criant. Dans les pays les plus pauvres aujourd'hui, 20% des personnes âgées de plus de 65 ans perçoivent une forme de retraite. Qui peut penser que ça peut fonctionner ainsi? En 2009, et c'est intéressant, les pays qui avaient mis en place les systèmes sociaux les plus performants ont connu une récession moins forte. Je m'inscris en faux à l'endroit de ceux qui disent qu'un système social performant, c'est un élément qui empêche la croissance. La crise a montré exactement l'inverse. Alors bien sûr, il faut parler de financement, et ça sera ma conclusion. Dans le contexte actuel, alors que les budgets des États sont très contraints, c'est le moins qu'on puisse dire, que la plupart des pays ont des difficultés à tenir les engagements pris par la communauté internationale. À Copenhague, il y a 2 ans, nous nous sommes collectivement engagés à contribuer à la lutte contre le changement climatique à hauteur de 100 milliards de dollars chaque année à partir de 2020. Nous sommes tous d'accord aujourd'hui pour dire qu'il faut trouver des financements innovants. Le Premier ministre Meles Zenawi a fait un travail remarquable sur ce sujet. La Banque mondiale et le FMI ont fait des propositions de financement innovants, je parle sous le contrôle de Philippe Douste-Blazy, concernant les transports maritimes et les transports aériens. À ma demande, Bill Gates présentera à Cannes, sur le sujet des financements innovants, à la suite de la mission que nous lui avons confiée, des propositions. Je veux rappeler que la France a pris des initiatives en ce domaine avec l'Allemagne. La France et l'Allemagne souhaitent une taxe sur les transactions financières. Elles le souhaitent, elles le demandent, elles l'exigent. La Commission européenne a repris le projet franco-allemand, ce qui montre que les choses progressent. Enfin, qui pourrait contester qu'il est légitime de demander une contribution au secteur financier? Ce secteur financier n'est-il pas le premier responsable de la crise de 2008? À ce titre, le secteur financier devrait, ce serait son honneur, être le premier contributeur à la refondation de l'économie mondiale et à son développement futur. Ça serait son honneur de dire, compte tenu de la façon dont on s'est comporté, on va, grâce à la taxe, contribuer au rétablissement, mais ça serait également son intérêt. Parce que qui ne doute qu'une taxe qui permettra de financer les enjeux du développement contribuera à la croissance mondiale. Donc, à la fois pour des raisons morales, si ce mot a un sens,
en tout cas pour ceux à qui je m'adresse, que pour des raisons d'efficacité et d'intérêt, tout le monde devrait être pour la taxe sur les transactions financières. À l'heure où les États font des efforts remarquables pour redresser leurs finances publiques et bien difficiles, à l'heure où les citoyens doivent consentir eux aussi un grand nombre de sacrifices dans leur vie quotidienne, le secteur financier ne peut pas continuer sa marche absolument indifférent au monde qui l'entoure, triomphant, on se demande de quoi, insouciant et même insoucieux des désordres auxquels il a pris une part décisive. Il ne s'agit pas naturellement de supprimer les activités financières. Qui pourrait proposer une position aussi stupide? Il s'agit de les réguler, il s'agit de les encadrer, il s'agit de les responsabiliser. Il n'y a pas de liberté sans règles. Et cette espèce de loi de la jungle du secteur financier aboutit à la catastrophe. Donc dans son intérêt même, la régulation doit être un objectif. Proposer une contribution sur les transactions financières internationales, ce n'est pas verser dans l'idéologie. Et je n'accepte pas d'ailleurs ce reproche venant des idéologues eux-mêmes d'une société sans règles, sans contraintes, sans équilibre et sans régulation. Ce n'est pas se rallier, demander une taxe sur les transactions financières à la dernière idée fumeuse de la démondialisation, idée grotesque s'il en est, de ceux qui regrettent le temps où n'existait dans le monde que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, qu'il était beau ce temps, où les Africains devaient se taire, où l'Amérique latine n'avait pas le droit à la parole, et où l'ensemble de l'Asie était condamné à la pauvreté. C'est ce monde-là qu'on veut? Le monde du XIXe siècle? Dans le monde d'aujourd'hui, dans la mondialisation d'aujourd'hui, tous les continents ont la parole. Et encore heureux, à moins qu'on considère qu'en fonction de la couleur de sa peau, on a plus le droit à la parole que les autres. De ce point de vue, la mondialisation qui oblige les grandes puissances d'hier à partager le pouvoir avec les puissances d'aujourd'hui et celles de demain, c'est un progrès. Mais qu'est-ce qu'on souhaite? Que les Indiens et les Chinois ne souhaitent pas le développement pour que la moitié de leur population meure de faim? Quel est l'avenir qu'on propose à 2 milliards d'Africains? Et d'ailleurs, comme on imagine ce spectacle étrange d'un petit bout de France refusant la démondialisation, ça va impressionner l'Indonésie. On voit la Chine trembler sur ses bases. Et on voit l'Afrique, qui espère tant en nous regarder avec désespoir, en demandant quand nous allons nous réveiller. Mais à l'inverse, la mondialisation doit être encadrée. La mondialisation doit être régulée. La mondialisation doit obéir à des règles. Et bien, parmi ces règles, il doit y avoir une taxe sur les transactions financières. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'on est d'accord avec cet objectif à la condition que le monde entier s'en dote. Ça suffit l'hypocrisie. Si on attend que le monde entier s'en dote, il y a fort à parier que vos petits-enfants assisteront dans cette même salle au même discours. Donc la question c'est, qui osera dire que la légitimité d'une taxation sur les transactions financières est contestable? Qui osera dire à son opinion publique, nous ne voulons pas taxer les transactions financières, car les milieux financiers sont tellement bien comportés qu'on doit les récompenser? Qui osera porter ce message? Et mon espérance, c'est qu'il existe une opinion publique internationale qui portera la colère et la révolte contre des discours de cette nature. En tout cas pour la France, sa détermination est totale et ce que nous souhaitons,
c'est qu'au minimum, un groupe de pays leaders se dote d'une taxation sur les transactions financières. Et je suis persuadé que dans les semaines et les mois à venir, les opinions publiques des pays qui ne se seront pas dotés de cette règle interrogeront avec beaucoup de violence leur gouvernement en disant « Pourquoi refusez-vous de faire ce geste ?» Voilà, mesdames et messieurs, j'aurais bien d'autres choses à vous dire. Les sujets sont innombrables. Mais je pense, voyez-vous, que maintenant, il n'est plus le temps des discours, il est le temps des décisions. Et je terminerai en vous disant ceci. La crise est une opportunité de décider plus vite, pas un prétexte à refuser la décision. C'est parce qu'il y a la crise que nous allons pouvoir prendre des décisions plus fortes, plus rapidement, plus structurellement. C'est parce qu'il y a la crise qu'on doit traiter tous les sujets en même temps, parce que tous les sujets se tiennent, comme tous les pays sont solidaires face aux événements d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Voilà pour le discours de Nicolas Sarkozy à l'occasion de la conférence de la présidence française du G20 sur le développement. Une présidence qui prendra fin les 3 et 4 novembre, où les 20 pays les plus puissants de la planète se retrouveront cette fois-ci à Cannes pour un G20 de crise sur la situation économique mondiale. La France passera alors ainsi la main au Mexique. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur les 2 chaînes parlementaires. Le 1er octobre, Jean-Pierre Bel est devenu le premier président socialiste du Sénat. Un montagnard, c'est comme ça. On gravit toujours marche après.